L'expression code de l'indigénat n'est pas l'expression propre en fait. L'indigénat, c'est une série de réglementations qui s'appliquent aux indigènes, donc au sujet d'abord de la République, et qui leur impose un certain nombre d'impôts, un certain nombre de travaux, un certain nombre d'obligations, qui leur applique aussi un certain nombre de sanctions qui dérogent au droit commun. Ça commence à partir de la fin des années 60, avec cette extraordinaire fiction qui a été inventée en Nouvelle-Calédonie, qui est l'idée de la tribu. Aujourd'hui, on parle de tribu et on comprend village, on comprend groupes sociaux agrégés autour d'un lieu de résidence ou d'un espace de résidence commun. En fait, c'est une invention de l'administration de 1868 qui a créé la fiction de la tribu et la fiction de la réserve qui allait avec. Donc on a décidé qu'il y avait des tribus et qu'autour des tribus, il y avait des réserves qui devaient être construites. Et c'est à partir de ça que progressivement, d'ailleurs, le système de l'indigénat, c'est un système qui n'est pas fait une fois pour toutes, hein, puisque comme c'est une dérogation au droit commun, il faut le renouveler régulièrement. Donc on suit très bien l'évolution des textes qui, à chaque renouvellement, renouvelle une sorte de juridiction d'exception pour les indigènes, et donc les parcs en réserve, etc. Alors évidemment, ça a forcément eu une relation assez forte sur la société en question, parce que se faire parquer en réserve, ce mouvement en gros qui commence vers 1868, s'achève en 1898-99, tout le monde est en réserve à ce moment-là, avec interdiction de sortir. Ce mouvement est particulièrement puissant sur la Grande Terre, puisque ces réserves sont établies après que les gens aient été dépossédés de leurs terres. Donc on les parque sur une petite partie de ce qui a été leur terre. Dans d'autres endroits, aux îles en particulier, les réserves sont délimitées là où les gens résident. Donc il n'y a pas de dépossession à proprement parler. Il y a des changements sociaux importants qui sont dus à d'autres choses, comme la religion, qui a opéré des regroupements autour des églises, autour de ce qui étaient ces nouveaux centres sociaux religieux. Mais c'est forcément quelque chose qui a eu une application. Alors la réserve a probablement un aspect assez double et assez paradoxal. C'est à la fois un lieu d'enfermement, et curieusement, les Kanaks vivent dans un archipel de réserve, dans leur propre archipel. Pendant près de 1868, si on simplifie, hein, à 1946. Et encore, ça a duré bien après. Même quand la citoyenneté a été donnée, ça a duré encore après. On n'appelait plus ça service des affaires indigènes, mais service des affaires autochtones. Et aujourd'hui, les terres kanak, les terres coutumières, sont rien d'autre que l'héritage des réserves indigènes, augmentées des surfaces qui ont été rétrocédées ou acquises depuis. Donc il y a une relation extrêmement forte entre cette histoire coloniale spécifique et cette société kanak qu'il faut moduler selon les endroits et selon les époques. Le double aspect, c'est évidemment cet enfermement d'une part, et d'autre part, cette forme de réclusion vous amène à renforcer finalement ce qui est vous. Vous êtes dépossédé des lieux dans lesquels vous habitiez, vous êtes dépossédé des grands tertres, vous avez dû déménager pour vivre dans des espaces exigus avec des gens avec lesquels vous n'étiez pas forcément amis. Et il faut d'une certaine manière protéger sa culture. Et je pense que l'investissement, une partie de cette formidable force d'expression et de mémoire kanak dont nous sommes héritiers, est peut-être due à cette histoire particulière, à une dynamique propre, qui est celle du monde kanak, qui est une volonté de s'exprimer, une fierté aussi, mais aussi peut-être due à ce système qui a peut-être stimulé encore plus les volontés de transmission, les volontés de ne pas tomber dans l'oubli, les volontés de parler des langues, de continuer à mettre en valeur des identités spécifiques.